Bonsoir, c'est jeudi, soirée de décryptage dans le Live Talk. Nos spécialistes seront avec nous pour revenir sur les événements qui ont marqué l'actualité cette semaine. L'exécution de travaux d'intérêt général pour les condamnés, la prorogation de la validité des cartes d'identité de 2009, le récent coup de force au Mali. Tous ces événements seront décortiqués par vous tout à l'heure sur notre plateau. Et pour finir la semaine en beauté, notre très cher Mike Danon nous rejoindra en toute fin d'émission pour un rafraîchissement, un vrai point de stress. Ici, vous le savez, on débat, on analyse, on décrypte l'information, comme vous l'avez toujours souhaité. Bienvenue dans notre Live Talk. Oui, c'est jeudi et on a dit en toute fin de semaine parce que pour nous, jeudi, ça équivaut à la fin de la semaine. Donc du coup, on a notre fin de semaine, hein, les amis. Absolument. Bien sûr. Nos experts sont là. Alain Toussaint, André Bois, bonsoir. Comment allez-vous, messieurs? Bonsoir, Brico. Et Bonsoir, Brice. le meilleur Bonsoir à pour tous. la fin, On va très Rabia bien. Diallo, Madame Bleu. Comment allez-vous? Bonsoir Brice. Bonsoir, Très mesdames, bien, vous allez Brice. bien? Bonsoir Ça va, Alain. oui. Vous êtes Bonsoir, magnifiques, André. mesdames. Vous êtes Merci beaucoup. Petite innovation à noter ce matin ou ce soir. Monsieur Alain Toussaint aura changé la couleur de sa cravate. Il est bleu, mais pas le même bleu. Voilà. C'est vrai. Voilà. Il C'est un aime peu le bleu. modéré. Il aime le bleu. Il aime le bleu. Ah bah je vois. Très bien, on avait bien compris. Hein. Bon, il y a beaucoup d'éléments à décrypter aujourd'hui, donc avec votre permission. Et surtout, je l'ai dit tout à l'heure, avec nos téléspectateurs, on a parlé d'un mois de décryptage avec vous, oui, parce que vous êtes très nombreux à réagir sur les pages de nos réseaux sociaux. Donc, vous faites partie de ce décryptage. Alors, avec la permission de tous, on va démarrer maintenant. Ah, c'est entré en force, le Ah jingle. oui, totalement. Il est entré vraiment en force. Bon, on va commencer à parler de justice, si vous voulez bien. On va commencer par la justice. La justice des hommes, si vous voulez. Et puis, il y a cette idée de peine de travaux d'intérêt général par les condamnés. C'est le récent Conseil des ministres qui l'annonce par une prise de décret déterminant donc les modalités d'exécution de la peine de travail d'intérêt général. André, comment vous percevez cela? Non, je perçois simplement qu'ils vont enfin appliquer quelque chose qui existe déjà dans le code pénal. Enfin, ça existe et jusque-là, ce n'était pas mis en pratique. Ça, en matière de politique pénale, le tout prison n'est pas la chose la mieux à faire, puisqu'il y a des délits mineurs pour lesquels, je veux dire, ceux qui rentrent en prison ressortent beaucoup plus endurcis, alors que le fait de faire des travaux d'intérêt général, ça permet justement... Justement, dans son article 55. Je fais mieux là-dessus, hein, de servir la collectivité, donc c'est une bonne chose. Très bien. Dans son article 55 du Code pénal, le Code pénal ivoirien dit lorsqu'un délit ou une contravention est puni d'une peine d'emprisonnement qui n'excède pas 3 ans, la juridiction peut prescrire à la place de l'emprisonnement que le condamné accomplira pour une durée de 20 à 280 heures un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale ou de droit public, soit d'une personne morale ou de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. Vous le disiez, André. On rappelle que cette décision a été, comme tu l'as dit, prise en Conseil des ministres aujourd'hui. Et je pense que ça a salué. C'est vrai qu'en général, on a beaucoup de lois qui existent depuis de nombreuses années. C'était hier au Conseil des ministres. Oui, en Conseil des ministres, oui, bien sûr. On a beaucoup de lois qui existent depuis de nombreuses années. J'en parlais même avec certaines députés récemment, mais qui malheureusement restent toujours à l'état d'écrit et qui ne sont pas appliquées. Je pense que c'est une bonne nouvelle de savoir que cette initiative peut permettre aussi de désengorger les prisons parce qu'on voit souvent que pour des peines mineures, comme il est rappelé dans l'article 55, beaucoup de jeunes ou de personnes sont emprisonnées finalement pour juste 1 an ou une peine de 6 mois. Et finalement, on se retrouve avec un système carcéral qui est totalement engorgé. Donc, c'est à saluer et c'est de voir concrètement comment ça se passe sur les Je vais faits. le dire. Alain Toussaint, est-ce que vous êtes très optimiste quant à l'exécution de ce projet-là ou de cette initiative? Je voulais déjà me réjouir de cette initiative du gouvernement, puisqu'elle fait suite à la loi de juin 2019. Et c'est d'ailleurs une forte attente du côté des organisations des droits de l'homme et autres qui avaient demandé justement que ce type de décision soit prise par le gouvernement. Edith parlait tantôt
des prisons qu'il faut désengorger. Les prisons ivoiriennes, il y en a 34, plus de la majorité datent de l'époque coloniale. Et Yopougon, avec la Maka, qui est la principale prison, donc principal centre de détention, compte environ 7 500 à 8 000 détenus. Donc effectivement, avec ce type de peine intermédiaire, il va sans dire que ceux qui sont par exemple condamnés ou même qui sont détenus à titre préventif pourraient être toujours sous le contrôle de la justice, etc., mais dans le cadre de travaux d'intérêt général. Je pense que c'est une démarche à la fois humanitaire, politique et judiciaire, parce qu'il y a des gens qui sont dans les prisons qui gagneraient, comme on dit aussi, à être rattrapés par la société. Donc, cette disposition va aussi participer à la resocialisation d'un certain nombre de personnes frappées par la justice. Maintenant, comment est-ce qu'on peut contrôler cela? Je crois que le communiqué du Conseil des ministres prévoit un bureau de suivi de ce type de décision. On espère qu'il y aura, comme on dit, une équité dans le contrôle qui sera effectué, qu'on n'assistera pas là aussi à une sorte de deux poids, deux mesures qui ferait que... certains seraient exemptés de faire ces travaux d'intérêt généraux. C'était ma question. Hein. Voilà, et qui pourraient sortir du système en profitant de ce genre de choses. Tu as parlé d'un bureau national, des bureaux locaux de suivi. C'est ça. Un bureau national de coordination donc, des travaux d'intérêt généraux. Et le juge de l'application des peines sera l'organe central de cette mesure. Et je pense qu'en termes de civisme, ça peut aider également à la réinsertion de ces condamnés, par exemple. On parle beaucoup d'écoles qu'il faut réhabiliter, il faut appliquer des rues qu'il faut entretenir. Il y a le service civique qui existe, mais je pense que ça peut être une manière également de permettre à ces condamnés d'avoir une seconde chance. C'est comme un purgatoire des peines et leur permettre également de se rendre compte que ils ont échappé à la prison et qu'il faut faire attention pour la prochaine fois. Très bien. Alors moi j'ai deux petites réserves. La première c'est que sur quel ratio ils ont joué pour parler d'une peine de 1 à 3 ans de prison et de travaux d'intérêt généraux allant de 24 heures à 200 et quelques heures. Voilà. Mais ça fonctionne de la gravité du délit. Oui, mais est-ce que le maximum serait justement ces 200 et quelques heures-là? Vous voyez ce que je veux dire? Pour une peine, par exemple, d'emprisonnement de 2 ans, pour moi, la personne a fait quelque chose d'assez grave pour juste, entre guillemets, purger une peine de centaines d'heures de travaux généraux. La deuxième réserve... Exactement, pour tout le monde sur le plateau, en fait, on dit des travaux d'intérêt général. Général, oui, c'est l'intérêt général. Merci. Non, c'était pas juste pour... Merci, oui, c'est moi. La deuxième réserve, c'est par rapport à ces personnes à qui on a fait du tort. Je ne sais pas moi, peut-être que quelqu'un m'aura escroqué sur 50 millions par exemple, ou 20 millions ou 30 millions. À partir de là, c'est là que c'est... Justement, mais moi en fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment très... Voilà, après j'apprends qu'il est sorti de prison et qu'il est en train de... Non, mais on n'a pas le détail, c'est-à-dire que bon, là on a l'esprit du décret, quelques éléments de la lettre, la philosophie générale de ce décret, mais les dispositions précises seront apportées la semaine prochaine, je pense, par le gouvernement. C'est important de donner les détails. Qu'un délit, s'il vous plaît, un délit ou une contravention est puni d'une peine d'emprisonnement qui n'excède pas 3 ans. 3 ans, c'est ça. Oui, qui n'excède pas 3 ans, ça veut dire que de 1 à 3 ans, tout ce qui se situe dans cette période d'emprisonnement, pour moi, quand on est emprisonné 1 an, 2 ans... Justement, on ne peut pas... Quelqu'un qui veut se côté de 50 millions... Par exemple, c'est vrai qu'on ne maîtrise pas tous les aspects de la loi, mais par exemple, pour quelqu'un qui a violé une jeune femme. Non, s'il vous plaît. Supposons que... On parle de délit, on parle de viol, c'est plus ça, on rentre dans le crime. Dans le crime, oui. On est soit dans un délit ou une contravention, donc c'est pas la même chose. Bon, André, venir te cambrioler chez toi, c'est un délit. Ça ne rentre pas dans le cadre d'un crime. Oui, je viens voler chez toi un ordinateur ou... C'est pour ça que Brice a répondu qu'on sait déjà. Si ce vol-là est qualifié pour être à plus de 3 ans ou un vol aggravé, mais non, vous n'êtes pas concerné. Non, mais on dit tout ce qui vient avant. C'est ça, exactement. L'esprit... Vous savez, on sait très bien que certaines personnes ont été emprisonnées à 1 an, 2 ans de prison pour avoir escroqué des gens. On le voit souvent. Ça ne dépasse pas 5 ans, 6 ans, 3 ans. Donc moi, je me mets à la place d'une personne qu'on a escroquée, à qui on a volé peut-être son avenir, ses espoirs, et qui va se réveiller un matin pour savoir que son voleur est en train de balayer la rue ou en train de... Non, mais une escroquerie, Rabia, une escroquerie sur, je ne sais pas, je dis n'importe quoi,
quelqu'un qui vous escroque, je ne sais pas, 15 000, 20 000, 30 000 francs, il est puni par la loi, mais vous n'allez pas, il n'a pas demandé plus à la loi. Je n'ai pas parlé de 20 000, 30 000, il faut relativiser. Je parle de... Enfin, on parle des fois, certaines personnes sont emprisonnées pour avoir volé des millions, André. À ce moment-là... Non, c'est des millions, ce n'est plus dans le cadre qui est défini, Rabia. Si c'est des millions, évidemment, quelqu'un qui vole des millions de francs, vous avez parlé de 50 millions instantanément, il ne peut pas être puni à 1 an de prison. Une escroquerie ne vaut pas une autre escroquerie, c'est ce que vous voulez dire. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai vu des gens escroquer à hauteur de 3, 4, 5 millions, être emprisonnés pour 6 mois ou 1 an ferme. Très bien. André, moi, je suis cette personne qu'on a escroquée. Ça m'aurait fait mal au cœur de savoir que la personne qui m'a volé mon argent est en train de balayer la rue, en train de purger sa peine dans une société publique parce que voilà, la loi a voulu être clémente ou a voulu s'adapter. C'est ce que je dis, comprenez un peu mon point de vue. Pourquoi je réagis sur son point de vue? Non, je comprends son point de vue. Alain voulait réagir, mais le point de vue de Rabia, écoutez, c'est une société qui fonctionne en se disant juste que ceux qui escroquent jusqu'à un certain niveau, doivent pouvoir avoir le regard de la société en termes de transformation. C'est-à-dire que quand vous me dites qu'il est en train de simplement balayer, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que se permettre d'aller balayer une école primaire ou une école pour nos petits, je pense que pour quelqu'un qui fait du mal à la société, réparer cela d'une certaine façon, c'est aussi une bonne chose. Même quand j'ai été blessé, la société va vous dédommager, parce qu'on peut vous dédommager, mais on va permettre quand même à ce dernier d'exécuter sa peine. Donc vous ne pouvez pas être dans la rancune jusqu'à ce point. C'est le point, juste d'un mot, mais c'est justement ce point que je voulais évoquer, parce que trop souvent, la justice a eu la main lourde en faisant le tour répressif. Quand on condamne, c'est aussi dans le but de changer celui qui est frappé par la condamnation. Donc c'est ce que André dit. Parce que là, excusez-moi, mais quand vous parlez d'escroquerie, même 1 franc ou 1 centime, c'est déjà assez, parce qu'on ne vole pas ce qui ne nous appartient pas. Donc je pense que les législateurs tiennent compte d'un certain nombre de facteurs, mais c'est par palier les condamnations. Si vous avez commis un crime sexuel ou un crime de sang, vous avez pris en otage un individu ou des familles, etc., il va de soi que la loi prévoit un certain nombre de sanctions pour ce type de crime. Donc je dis, il ne faut pas non plus faire l'amalgame en disant que parce que quelqu'un a escroqué une autre personne de 20 millions ou 10 millions, même 100 millions, etc., et que cette personne-là ne pourrait pas, parce qu'après tout, qui juge? Ce sont ceux qui sont au tribunal qui jugent. Ce sont eux qui infligent les peines. Donc s'ils décident que cette personne est condamnée à moins de 3 ans, mais la justice peut maintenir cette personne derrière les barreaux, sans forcément commuer sans peine à une peine de travaux d'intérêt général. Donc là aussi, je veux dire... C'est pas systématique. Ce n'est pas systématique. Justement, c'est pourquoi tout à l'heure, quand on a parlé de détails, ce serait important aujourd'hui qu'on sache quelles sont les mesures ou les réserves qui encadrent cette mesure-là. On aura les détails la semaine prochaine, d'après ce que... Et on en reparlera, Inch'Allah. Rabia, ce que je veux dire, c'est que, c'est pour ça, d'entrée, j'ai précisé que ça existe déjà dans le code pénal. C'est l'application, pour le moment, qu'on cherche. Donc, c'est-à-dire les détails dont vous parlez ne sont pas, je dis, sont déjà connus. On sait qui est soumis à cette peine. Mais sauf qu'on ne l'appliquait pas. Les juges ne prononçaient pas cela parce qu'il n'y avait personne pour l'appliquer. Ça veut dire aujourd'hui, moi, je suis juge, je condamne quelqu'un, mais il n'y a aucune mairie pour prendre en charge. Donc c'était ça le problème. Est-ce que vous savez que, par exemple, la personne qui vous... Enfin, le présumé escroc peut être détenu pendant 2-3 ans sans procès, par exemple. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, environ un tiers des personnes détenues le sont à titre préventif. Donc ce type de décret, ce type de loi permet également de redonner une certaine souplesse, voilà, une certaine flexibilité dans l'application de la loi. Il faut retenir le consiste à faire travailler donc volontairement et gratuitement une personne qui a commis, donc on disait, une infraction. Cette peine a pour but donc de favoriser la réinsertion de la personne en lui proposant de travailler pour compenser le préjudice subi par la société en raison de son infraction. Je vous en prie. Bon, alors on va aborder un autre point, celui-là également important dans ce décryptage. Eh bien, c'est la question de la carte nationale d'identité. Eh bien, le Conseil des ministres également hier, dans une autre décision, présentait donc cette nouvelle prorogation de la durée de validité carte nationale d'identité établie en 2009 pour une durée de 10 ans et arrivant à expiration, on le rappelle, le 30 juin 2020. Eh bien, la nouvelle prorogation va jusqu'au 31 décembre 2021, d'autant que c'est la 3e prorogation. Sentiment, réaction. Est-ce la dernière? C'est ce que je disais hier. Non, la dernière? Franchement, ça ne ressemble pas à la Côte d'Ivoire. Nous sommes quand même la première économie de notre sous-région et on est incapable de délivrer des cartes d'identité aux citoyens. Ça pose un problème de sécurité.
Voilà, je ne sais pas qui est le concessionnaire de ce service, mais par exemple, les passeports, ça se passe bien. On le sait. Pourquoi est-ce que cela se passe bien pour les passeports et que ça se passe mal pour la carte d'identité? Des citoyens ont payé 5 000 francs pour obtenir ce document. Et on part de prorogation à prorogation. Et je pense que ça pose quand même un problème. C'est dans ce genre de cas qu'on aimerait, par exemple, voir le directeur de l'ONESI, par exemple, soit sur notre plateau, ou bien, par exemple, convoqué par les députés pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas réellement, quels sont les soucis techniques que rencontre son organisation pour qu'on passe de report en report pour finalement ne pas atteindre les objectifs qu'eux-mêmes se sont fixés. Est-ce qu'on est tous d'accord sur ce plateau-là, sur cette table-là, pour rejoindre Mme Bleu, qu'il y a un vrai déficit de communication autour de cette question-là? Je pense qu'il a commencé déjà à aller sur quelques plateaux. Au-delà du déficit, c'est que, puisque là, quand même, c'est le Conseil des ministres, ça veut juste dire que le gouvernement a adopté, j'allais dire, enfin, en tout cas, porte sur lui les défaillances de l'ONESI. C'est ça, ça veut dire qu'une entité de l'État peut être défaillante et puis le gouvernement vient régler le problème. Mais là, il se trouve que le gouvernement dit non, on proroge comme si ce que l'ONESI dit est plutôt cohérent. Ils ne sont pas en mesure de renouveler les cartes d'identité de tout le monde. Et moi, pour moi, c'est ce qui est grave. Je pense que sur ça, le gouvernement aurait dû peut-être lancer une sorte d'audit ou je ne sais pas quoi, en tout cas pour essayer de regarder qu'est-ce qui se passe à l'ONESI pour qu'on n'arrive pas à régler ce problème. Peut-être qu'ils ont l'information et ils savent aujourd'hui qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, il faut juste donner du temps pour qu'on puisse permettre à tous les Ivoiriens d'avoir leur carte d'identité. L'ONESI avait promis 11 millions de cartes, on est à peine à 10% des cartes délivrées. C'est quand même un scandale. Mais on en a parlé autour de cette table au moins 2 fois. Et c'était prévisible ce report-là parce qu'on se posait même la question, est-ce que ça allait le faire? Moi, j'étais convaincue qu'on ne pouvait pas échapper à une prolongation parce qu'en fait, sur le pourcentage d'atteinte des objectifs, ils étaient encore très loin du compte. Et ils n'auraient pas pu, selon même les prévisions qu'ils auraient pu faire, atteindre les objectifs à ce mois de juin. Et pour moi, c'est compréhensible qu'aujourd'hui, que ça soit prorogé jusqu'au 31 décembre. Redonnons les cartes d'identité à nos sous-préfectures. André ne sera pas d'accord. Mais alors on reviendrait encore à perdre du temps. On ne revient pas en arrière. Alors déjà, on est plutôt bien avancé. Dans les mairies, dans les sous-préfectures, ils ont la maîtrise de l'état civil. Ça suffit maintenant. On ne peut pas passer 2 années à attendre une pièce qu'on a payée déjà. Mais moi, aujourd'hui, je pense que l'ONESI est décentralisé à travers l'enrôlement. Parce que l'enrôlement se fait sur toute l'étendue du territoire, les commissariats, les mairies, etc. Sans trop me lancer, je pense pour moi que, je parlais d'audit, il faut peut-être auditer les conditions de fabrication de la carte. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est qu'à Abidjan qu'on fabrique la carte, alors que je ne sais pas, on a des grandes régions, on peut avoir des dispositifs pour que dans chaque région, on fabrique la carte. Enfin, je sais pas pourquoi. Qui fabrique la carte? C'est l'ONESI. Mais ce que je dis, mais l'ONESI a travaillé une structure privée. Oui, sur ça, on est d'accord. Bon, alors donc, redonnons tout à l'État. Moi, je ne sais pas pourquoi on confie ce genre de... Peut-être que l'État n'a pas la capacité de... La capacité technique. On ne peut pas dire ça. L'ONESI, c'est l'État. C'est juste un démembrement. L'ONESI, c'est l'État. C'est l'ONESI qui passe la commande, mais il y a une société qui exécute la commande. Et c'est ce qui pose problème. Alors que même si vous pensez ça, la sous-préfecture reviendra encore à faire appel à une structure. Mais sauf qu'aujourd'hui, je vous ai parlé... Tu feras mieux. Vous avez compris, c'est pour ça que je parlais d'audit. Pourquoi on doit parler de l'opérateur privé alors qu'on ne sait même pas qui est défaillant dans la chaîne? C'est ça que je veux dire. Mais je pense que c'est l'opérateur privé qui est défaillant. Ils sont pleins. Ils vont dans des endroits, souvent les cartes d'identité sont là. Mais c'est peut-être le système de distribution. Mais exactement, il y avait même un problème de disponibilité des terminaux de lecture de ces pièces d'identité. On en a parlé encore ici sur ce plateau. Fourni par le prestataire. Le concessionnaire, donc le privé. Le prestataire en question. Mais moi, je me dis à leur décharge. On est passé par une période extrêmement trouble entre Covid, entre les élections, entre tout ce qui s'est passé. Ça, c'est la bonne excuse, ça pour rien faire. Bon, oui, justement, on n'a qu'à quand même leur donner. C'est trop facile. Leur offrir le bénéfice du doute. On va pas tout mettre. Quand même. Elle a le dos large. Les écoles sont fermées, c'est la Covid. Les gens sont mal payés, c'est la Covid. De toute manière, on est passé par une situation inhabituelle. Et ça peut être aussi la cause de tout ce qui est en train d'arriver en ce moment. Et si je dois rejoindre Alain là-dessus, c'est que ça fait quand même plus d'1 an qu'on est dans cette affaire de Covid. C'est à quel moment on s'adapte? C'est à quel moment on commence à se dire, bon, comme la Covid nous impacte, il va falloir qu'on change notre méthodologie. Alors qu'on parle de résilience de nos sociétés face à la Covid. Je pense qu'on demande plus de transparence sur les dysfonctionnements que rencontre l'ONESI à ce sujet, parce que tu as parlé d'audit et je pense que c'est la meilleure démarche
à ce stade pour le ministère, en tout cas en charge de cette partie, de demander un audit mais ça change quoi? Moi, pour comprendre ce qui se passe. C'est important de comprendre ce qui se passe. Ça change beaucoup. Vraiment, c'est juste une... Ça change beaucoup parce que l'Assemblée nationale, les députés, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent même pas mettre une commission pour entendre ne serait-ce que le directeur de l'ONESI, entendre l'opérateur, entendre quand même tout un ensemble, entendre les préfets. Moi, c'est surtout l'opérateur que j'aimerais entendre. Je veux bien parce que vous apparemment, j'ai l'impression que vous avez décidé d'être contre les opérateurs privés. Attends, l'opérateur privé, s'il le fait, il faire son boulot. Tout n'est pas l'opérateur privé, on le soutient quand il fait son boulot avec professionnalisme, comme ceux qui font les passeports. Je pense que pour la carte d'identité, peut-être que le choix n'a pas été un bon choix et que si cette société est défaillante, il va falloir en changer. C'est tout. Moi, je pense que peut-être que cette commission existe officieusement parce que si une décision a été prise au Conseil des ministres, c'est qu'ils se sont posé les bonnes questions et qu'ils ont les réponses. C'est là où, justement, après, je suis désolée. C'est une prorogation, mais en fait, c'est la troisième. Oui, c'est pas forcément une décision qui est nouvelle. Mais on s'imagine bien que quand ils sont en Conseil des ministres, ils vont poser des questions au ministre de tutelle. Oui, voilà, qu'est-ce qui se passe, voilà, il se passe ça, voilà, les responsabilités sont situées. Est-ce que vous pensez qu'on pouvait régler le problème en 6 mois? Oui, d'accord. Donc, nous voilà, mais je suis sûre que dans leur réunion, ils savent exactement ce qui se passe. Mais ce que Rabia nous dit, comme quoi il se peut que cette commission existe. Non, j'ai dit de manière officieuse. Officieuse, mais non. Oui, et d'une autre manière. On est journaliste, les commissions du Parlement, etc., on a quand même 2 chambres. Aucune commission n'existe concernant j'ai dit de manière officieuse et d'une autre manière. Non, mais on est d'accord. Je crois que tout ça pose un seul problème, s'il vous plaît. Pour juste préciser, pour qu'on ne dise pas que j'ai avancé quelque chose dont je ne suis pas sûre. Je crois que la première chose qu'on remarque sur ce plateau, c'est qu'on a juste envie qu'il y ait beaucoup plus d'informations autour de ce qui fait que, et de transparence, ce qui fait que ça coince. Parce que visiblement, ça coince. Et surtout, on est surtout sûr qu'on n'aura pas nos cartes d'identité avant longtemps. Et peut-être qu'on sera peut-être amené à changer peut-être d'ici 1 à 2 ans de carte nationale d'identité parce que le prestataire a été défaillant. Comme Madame Bleu, vous êtes dans la spéculation. Vous êtes dans de la spéculation, Madame Bleu. Un autre point qu'on aborde dans ce décryptage, c'est la question à l'international du Mali. Nouveau coup de force. J'ai même envie de poser la question, que veulent les militaires au Mali? Ils veulent dire déjà, on note que le colonel Assimi Goïta a indiqué donc mardi avoir déchargé de leurs prérogatives le président et le premier ministre de la transition, coupables selon lui de tentatives de sabotage. Bon. Non. On fait la pluie le beau temps quand on est militaire en Afrique? Mais c'est ce qu'on remarque. Je pense que finalement ce scénario était prévisible. Derrière, je pense qu'on n'entend plus aussi le M5 depuis un moment avec l'imam Diko. Je ne sais pas s'il y a une concédation entre eux et les militaires. Il paraît, oui. Mais bon, c'est dommage de voir ce qui se passe en ce moment au Mali. Un coup d'État pour faire un autre coup d'État, c'est incompréhensible. Et là, je pense que la société civile, finalement, est prisonnière de cette situation. Peut-être que Assimi Goïta se voit comme un sauveur. Un sauveur ou un Jerry Rawlings. Oui, parce que ce scénario-là, également, on l'a déjà vu au Ghana. Donc, il y a un coup d'État. Voilà, parce que quand il accuse le Premier ministre, quand il donne comme justification que le Premier ministre s'impliquait trop dans l'organisation des élections, donc pour justifier en tout cas sa démission, son départ, je trouve que c'est un peu gros quand même. Il dit également n'avoir pas été consulté. Oui. Voilà, il n'a pas été consulté. Lors de la nomination, apparemment, il n'aurait pas nommé 2 de ses proches dans son gouvernement. En gros, il dit qu'ils n'ont pas respecté la charte, qu'il n'a pas respecté la charte de la transition. Oui, moi, ça, c'est les faits. Enfin, c'est ce que j'appelle fait, c'est ce qu'il dit. Mais je pense qu'il faut qu'on aille au-delà de ça. Ça crée malaise, André, quand même. Je suis d'accord. Ça crée non seulement malaise, mais moi, je voulais revenir là-dessus parce que je me rappelle très bien ici sur ce plateau, quand il y avait certains pays qui sanctionnaient le Mali à travers la junte pour dire machin. Non, moi je pense que ce coup contre IBK, aujourd'hui, c'est ça qu'il faut regarder. Il y avait un mouvement populaire. Le mouvement populaire a été spolié de sa victoire. Oui. Je pense que si le mouvement populaire l'avait emporté, que les civils étaient venus au pouvoir normalement, on aurait réglé toutes les choses dans un cadre civil. Comme au Burkina Faso. Parce que quand on n'est pas d'accord, parce que quand on n'est pas d'accord avec un président de la République dans le choix des ministres ou le choix des machins, ben, on ne l'enferme pas. Et là, justement, les militaires, le premier réflexe qu'ils ont, c'est d'enfermer ces 2 bons messieurs qui l'ont demandé qu'à prendre eux leur décision, enfin ce qu'ils pensent pour faire fonctionner le Mali. Ça montre que la démocratie est prise en otage en ce moment au Mali, tout simplement. Et moi, je dis, je plains ceux qui, à ce moment, n'avaient pas été rigoureux dans la condamnation du coup d'État
et pour demander qu'il y ait une vraie transition hors des militaires. Mais dans ce cas, il ne faut pas faire 2 poids 2 mesures parce que il y a quelques semaines, on a quand même assisté à quelque chose au Tchad, au Tchad et tout le monde a applaudi. De condamnation, oui. Voilà, donc je veux dire, à un moment donné, selon les saisons, on est sur une position, on parle de démocratie. Moi, ce que j'ai observé au Mali, c'est quand même la naissance d'un concept en sciences politiques qui est la mise hors de ses prérogatives. Voilà, c'est quelque chose de nouveau. On ne dit plus coup de force ou coup d'État. Non, mais c'est génial. Ils ont un champ lexical très étendu. Et ça, je salue. Mais maintenant, sur ce qu'ils ont fait, je trouve ça totalement scandaleux. Mais en même temps, c'est aux civils de s'en prendre à eux-mêmes. Derrière cette bataille-là, c'est aussi l'incapacité de ceux qui ont géré les affaires publiques au Mali, notamment l'ancien président. Voilà, ils sont en partie responsables de cela. Quand on fait l'analyse politique aussi, on voit une confrontation entre 2 blocs, la Russie et, et la France. Il ne faut pas oublier que la junte actuelle est très proche de la Russie. La France est présente certes au Mali, mais à travers l'opération Barkhane. Et elle a comme l'impression aujourd'hui qu'elle se fait voler ce territoire dont elle dit qu'elle est le sien. Voilà, donc il faut aussi faire l'analyse en tenant compte de ces éléments-là. Donc aujourd'hui, le Mali, vous parlez de la prise, un peuple qui est pris en otage, c'est tout le Mali qui est pris en otage, pris entre le feu des intérêts occidentaux contre les Russes, et puis également avec la pression des djihadistes et autres, et puis les problèmes socio-économiques du pays. Ça fait plus de 30 ans, 40 ans que le Mali a vraiment... Mais c'est surtout la question, justement la question des coups de force quand même en Afrique, qu'on avait dit révolus, si facile. Et en plus, il y a des condamnations à double vitesse, donc comme tu l'as dit, au Tchad, où la communauté africaine et même internationale est restée quand même prudente pour ne pas condamner ce coup de force. On a trouvé des justifications. Et là même, je pense qu'on n'a pas entendu beaucoup de chefs d'État de la sous-région, en tout cas africain, à part la CEDEAO, condamner ou s'exprimer sur ce nouveau coup de force. Finalement, on se dit, on va peut-être perdurer dans ce genre de situation, alors quand même, on est censé évoluer à un moment donné, on est censé avoir une jeunesse et une société civile qui a beaucoup plus de poigne. Mais là, le scénario pour le Mali, je le vois de pire en pire, parce que là, tu as parlé de l'implication des Russes. J'ai même vu dans une manifestation récemment au Mali, certains drapeaux russes flottaient dans la foule, par exemple. Et puis, à contrario, le président français Emmanuel Macron, sur son compte Twitter, on l'a dit, a condamné ce coup de force. Le Mali a été conduit par des militaires. En même temps, si l'opération Barkhane est condamnée, on aurait aimé voir le même tweet sur le Tchad aussi. Tout simplement. Voilà, parce qu'à un moment donné, il faut aussi arrêter. Je vous entends parler du Tchad depuis tout à l'heure. Si on reste dans le Mali, c'est pas mal. On peut parler du Tchad, mais bon. Je vous entends parler du Tchad, mais pour moi, ce ne sont pas 2 situations identiques, non, on n'a pas dit cela, mais on dit que comparables. Les émotions sont trop feintes. C'est pareil. Absolument pas. Il y a un coup d'État. Il y a un coup d'État. Mais aujourd'hui, le Tchad est un pays en pleine guerre. Et aujourd'hui, la personne qui a repris le pouvoir est une personne qui maîtrise, qui a été proche de son défunt papa et qui, pour moi, serait à même de pouvoir la transmission du pouvoir de père en fils à la démocratie, c'est autre chose que ça. On a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso. On a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso. Les djihadistes n'ont attendu qu'une seule brèche et puis ils se sont introduits. Mais ce sont les mêmes qui étaient en Libye, je vous rappelle. Oui, je suis d'accord. Voilà. Mais on ne peut pas aujourd'hui comparer cette situation à celle du Mali. On ne compare pas. Il y a des similitudes. Mais pour moi, je peux comprendre certaines personnes qui condamneraient moins la transition qui a été faite au Tchad par rapport à la transition qui est faite au Mali. Bien sûr, on a une minute, mais moi je partage vraiment l'avis de Rabia sur ce coup-là, simplement parce qu'en plus je pense même qu'il n'y a pas de 2 poids 2 mesures. Simplement parce que ceux qui ne condamnent pas les coups d'État, la preuve, Assimi Goïta, elle est là, ils ont condamné du bout des lèvres, c'est les mêmes qui n'ont pas condamné le Tchad, donc ils sont restés cohérents. Parce qu'ils n'ont pas condamné le Mali hier, avec Assimi Goïta, ils ne le condamnent pas aujourd'hui. Ils l'ont condamné il y a eu des menaces de sanctions. Oui, mais après, il y a déjà eu des sanctions au début, avant ces élections. On peut parler de vraies menaces. Il y a eu un seul cas, enfin après, dans mes souvenirs, c'est le cas du Burkina Faso avec le général Diendéré, où il y avait eu un coup contre la transition, où ils ont réussi à les faire reculer. Ça, par contre, on va dire qu'il y a eu un vrai recul. Mais là, Assimi Goïta a pris le pouvoir. Il a fait sa transition, tout le monde a dit OK, au Tchad aussi, donc pour moi il n'y a pas de 2 poids 2 mesures, ils sont toujours cohérents. Il a fait sa transition, tout le monde a dit OK, mais bon, il a donné l'impression qu'il donnait le pouvoir au civil, et puis quand ça l'embêtait, il a repris. Maintenant, le point c'est qu'il faudrait... Et là on termine là-dessus, parce que je vais la pause après. Il faudrait qu'on voit si aujourd'hui la communauté, entre guillemets, internationale et même l'Union africaine, à l'époque, c'est elle qui avait
condamner, sanctionner le Mali avec des frontières fermées, etc. On va voir si ce sera le cas encore pour cette fois-ci, parce que c'est exactement la même chose. En tout cas, les concertations sont en cours et puis on observe de très près ces décisions-là qui vont être prises dans les prochains jours concernant la situation au Mali. Hello mon cher Brice. Hello mon cher Mike. Hello la team. Salut Ivoiriens, Ivoiriennes, très chers amoureux du sport politique, chers inconditionnels du point de stress, ici même, au stade de Live TV. Bravo. Sur la toile et partout ailleurs, bienvenue. Merci André. Là-bas, c'est la FIFA. Ici, c'est l'Afrique. Le match international des nations africaines, retransmis en multiplex flex depuis cette station sans filtre du Live Talk. Le coup d'envoi de la saison a été donné par une balle fake news, centrée depuis l'extérieur, saisie au rebond par les Ivoiriens dans les quartiers populaires. C'est la petite équipe du Niger qui a saigné sur le gazon au grand désarroi de la communauté ouest-africaine. Son digne ambassadeur Maman a été choqué et nous aussi, bien entendu. Côte d'Ivoire, Cameroun, dans bavardage politique, on était habitués. Côte d'Ivoire, Congo, dans Dombolo, on était habitués. Côte d'Ivoire, Sénégal, Côte d'Ivoire, Ghana, Côte d'Ivoire, Nigeria, oui, mais Côte d'Ivoire, Niger, à couteau tiré dans les rues, jamais une telle violence n'a été constatée ici au stade Ado d'Abidjan. C'est dommage, c'est dommage. Heureusement que les autorités ivoiriennes ont très bien réagi. Oui, elles ont très bien réagi avec des sanctions fermes contre les fauteurs de troubles. Oui, très bonne réaction du gouvernement, un gouvernement qui, on le signale, a enregistré le retour de son capitaine, le Pichichi, Patrick Hachi, latéral droit, latéral gauche, défenseur, aujourd'hui attaquant de pointe. On précise qu'après autant d'années passées en équipe nationale, c'est la toute première fois qu'il est éprouvé physiquement. Et ça peut se comprendre car le championnat ivoirien est très dur. Il est très dur. Et il nous rappelle le championnat anglais où ont évolué nos chers Yaya Touré, Kolo Touré et un certain Didier Drogba que je salue au passage. Changement de signal mon cher Brice. Pour le Bénin, le stade politique Omnisport de Cotonou vient d'opérer un changement et c'est Patrice Talon qui fait son entrée sur la pelouse du stade. Le Messi, comme on l'appelle, que va-t-il faire? Wow! Récupération de la balle et il fonce à toute vitesse vers les buts. Il ne perd pas le temps. On l'avait déjà vu à l'œuvre. Ce petit gabarit a une telle pointe de vitesse qu'il est à peine saisissable. Le voici devant un mur d'adversaires. Que va-t-il faire? Que va-il faire? Passement de jambes à la Djedje Okocha. Tous ses opposants sont désarmés, désabusé, vanier, comme dit la célèbre philosophe Nash Lago Nouchi du Krakra du Djassa. Le voici dans la surface de réparation. Que va-t-il faire? Petite talonnade de Patrice Talon. Il lève le ballon. Contrôle de la poitrine. Retourné acrobatique et goal! Il vient d'inscrire son deuxième mandat. Le voici au coin de corner pour la célébration avec une danse béninoise à la King Papa Vimensa. Ce n'est pas un joueur, ce n'est pas un humain, c'est un épervier qui plane sur la marinade béninoise. Félicitations de la part de ses pairs de l'Union africaine qui lui souhaitent tout le meilleur, c'est-à-dire la santé, la prospérité et peut-être un troisième mandat, qui sait. Le sport ouest-africain est toujours plein de surprises. Ah, mon cher Brice, oui. On me signale un très spécial match au Mali. L'interminable match au stade de Bamako est encore interrompu. Le Mali est encore à l'arrêt et pour cause, semble me dire mon collègue arbitre de touche Salif Keïta. L'actuel entraîneur Assimi Goïta vient de mettre sur la touche 2 de ses importants joueurs. C'est un coup d'éclat. Décidément, cet entraîneur ne badine pas. On se rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, il avait déjà éjecté l'ancien leader de cette même équipe malienne. Quelles sont ses motivations? On essaie de comprendre. Oh, attention, il y a du mouvement dans les tribunes. Le président du club international, Manu Macron, ne semble pas apprécier la décision de cet entraîneur sorti de nulle part. C'est tendu comme un string récemment acheté à Cocovico. Ça s'excite, ça s'excite. Que va faire le président? Que va faire le président? Attention, il sort un carton rouge. C'est un carton rouge, mon cher Brice. Et c'est un dangereux carton, on le sait, qui fait tomber bien des entraîneurs. Et il faut s'en méfier. Mais que va faire Assimi Goïta? Attention, il sort lui aussi un carton jaune. C'est le match des cartons, du rouge, du jaune, sur un terrain tout vert, rouge, jaune, vert.
Ja Rastafari, extraordinaire, du jamais vu. Assimi et le président du club international se parlent. C'est un échange franco-malien. L'un parle en alexandrin et l'autre répond en bambara. Langage de fou au sommet des états généraux du foot. Je crois que l'entraîneur semble pas accepter la décision de son collègue car l'autre collègue tchadien ne souffre d'aucune sanction. C'est une situation difficultueuse, mais il commence à y avoir du sourire, de la détente. Je pense qu'ils ont trouvé un terrain d'entente puisque les deux joueurs sont libérés du banc de touche et repartent s'échauffer. Ils vont peut-être, sûrement, remonter sur le terrain. On est déjà très heureux qu'ils soient en bonne santé. C'est sur cette note que se referme le match, mon cher Brice. Attention, on me signale un autre match, oui, dans la même capitale malienne. Aïwa, Anga Maliba, c'est gâté au terrain Maracana Justice Club de Bamako. Sidiki Diabaté est sorti, c'est Diabassora qui est rentré. Mandat dépôt pour la belle et richissime influenceuse du foot de la beauté. Que va-t-elle faire? Balle au centre. Bravo, Mike. Merci, Mike Danan. Vous le retrouvez déjà... jeudi prochain, nous, on a été très heureux d'être en votre compagnie. Je vais même me lever pour dire au revoir aux téléspectateurs. On a été très heureux d'être en votre compagnie. Nos experts ont décidé de se lancer dans une affaire de balle. Je vais la garder comme un bon gardien. Et vous donner rendez-vous lundi pour un autre numéro du Live Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Habite fait combine. Cha